Bonjour à tous. Il nous reste 3 modules pour terminer ce cours. Attaquons-nous aujourd'hui au transport de sédiments. La plupart des rivières transportent des sédiments, que ce soit à certains moments ou dans la totalité du temps. Au fil des inondations, des saisons et des années, l'érosion et le dépôt de sédiments modifient la section transversale du chenal et affectent sa rugosité. Les dépôts de sédiments réduisent la capacité du réservoir. En outre, l'érosion du lit peut entraîner une instabilité du cours d'eau et le phénomène d'affouillement peut miner les ouvrages hydrauliques. L'eau joue un rôle important dans la transformation du paysage canadien en déplaçant de grandes quantités de sol sous forme de sédiments. Ceux-ci sont arrachés par érosion au paysage, transportés par les réseaux hydrographiques, puis déposés dans un lac ou une mer. Ainsi, le fleuve Fraser transporte en moyenne par année 20 millions de tonnes de sédiments vers la mer. L'étude des transports sédimentaires est d'une importance fondamentale en ingénierie fluviale et côtière. Dans ce chapitre, nous verrons les concepts de base et certaines formules de prédiction communément utilisées. Nous nous concentrerons au transport sans cohésion en écoulement unidirectionnel, notamment le transport de sable et de gravier par les rivières et les courants de marée. Nos objectifs dans ce module sont d'identifier les principales caractéristiques des sables et des graviers, ainsi que leur mode de transport dans l'eau. Nous introduirons les notions de seuil de mouvement, de fonction d'entraînement et de transport des sédiments en suspension. Enfin, nous effectuerons le calcul de certains paramètres nécessaires pour la prédiction du transport sédimentaire. Paradoxalement, les sédiments sont à la fois un bienfait et une menace pour les écosystèmes et la société. Des quantités suffisantes mais non excessives de sédiments sont des ressources importantes pour les plages, les deltas et les autres habitats côtiers qui soutiennent les écosystèmes, la végétation et les animaux dont les humains dépendent. Mais des quantités excessives de sédiments peuvent exercer un stress sur d'autres espèces et sur certains habitats. Depuis 1961, le gouvernement fédéral dirige un programme national de recherche sur les sédiments en collaboration avec les provinces, les territoires et d'autres organismes intéressés comme les entreprises hydroélectriques. Les techniques de collecte de données à l'échelle du pays ont été normalisées dans le but de préserver la qualité et la comparabilité des données. Les gouvernements provinciaux amassent aussi des données sur les sédiments tant dans le cadre d'un programme régulier d'échantillonnage que pour des études précises. Les aménagistes et ingénieurs conseils, ainsi que les chercheurs universitaires, prélèvent aussi des échantillons pour des projets ponctuels. Les sédiments transportés dans l'eau ont plusieurs effets. La gestion de la qualité de l'eau doit tenir compte des sédiments car ceux-ci jouent un rôle important dans le transport et le devenir des matières polluantes. En outre, la présence de sédiments peut avoir un effet sur la distribution de l'eau. Du côté de l'agriculture, certaines pratiques accroissent l'érosion du sol et ajoutent des substances chimiques toxiques à l'environnement. Les sols agricoles productifs se perdent, des sédiments et des polluants entrent dans les cours d'eau et font augmenter les coûts d'entretien des systèmes d'irrigation. La quantité de sédiments transportés a un effet à la fois sur la taille et sur la durée de vie d'un réservoir créé pour la production d'énergie. L'accumulation de sédiments dans les cours d'eau ou les lacs peut faire diminuer la profondeur de l'eau, ce qui a aussi pour résultat de rendre la navigation difficile, voire impossible. Et finalement, la présence de sédiments en suspension réduit le taux de pénétration de la lumière dans l'eau, ce qui peut avoir un impact sur les pratiques d'alimentation et de rassemblement des bancs de poissons. Cela peut aussi faire baisser leur taux de survie. Les sédiments sont présents dans plusieurs cas en hydraulique, tels que pour les rivières, les réservoirs de barrages et l'écoulement côtier. Il est donc important de faire attention à la conception de canaux stables pour que ni le lit ni les berges ne s'érodent avec l'écoulement. Il faut aussi estimer la quantité de sédiments transportés par l'écoulement
et estimer l'érosion autour des piliers de pont pour concevoir des fondations plus durables. Si la distribution granulométrique des sédiments est connue, il est possible d'estimer le coefficient de Manning à l'aide de l'équation de Strickler présentée ici. Le D50 représente le diamètre médian des sédiments pour lequel 50% des particules par masse sont plus fines. Lorsque les résultats de tests granulométriques ne sont pas disponibles, on peut toujours se référer à des tableaux de valeurs typiques pour D50, ici présentés par la variable ds, selon le type de sol composant le lit du canal. La contrainte de cisaillement critique est un concept nous permettant de savoir si les sédiments seront transportés par un écoulement. La contrainte de cisaillement, qui agit sur un lit d'un écoulement uniforme, est donnée par l'équation τ0 égale le poids de l'eau multiplié par le rayon hydraulique du canal multiplié par la pente du canal. Donc, en calculant la contrainte de cisaillement τ0 et en la comparant avec la contrainte critique τ critique, il est possible de déterminer la stabilité du lit. Si la contrainte de cisaillement dépasse la contrainte critique, il y aura un déplacement au niveau des particules du lit. Nous savons comment calculer τ0 pour un écoulement uniforme. Cependant, il nous reste à savoir comment estimer la contrainte de cisaillement critique τ critique. Il est possible de démontrer que l'initiation du mouvement des particules de sédiment dépend du paramètre nommé fonction d'entraînement Fs. Cette fonction dépend de la contrainte de cisaillement critique que nous cherchons à calculer, de la densité des sédiments, de la densité de l'eau, ainsi que du paramètre moyen des particules. Ce diamètre moyen peut aussi être le diamètre médian D50 vu dans la diapositive précédente. Si on connaît la fonction d'entraînement Fs, on peut calculer la contrainte de cisaillement critique τ critique. Un chercheur du nom de Albert F. Shields, en 1936, a obtenu des valeurs de Fs lors d'une série d'expériences et a tracé ses résultats en fonction du nombre de Reynolds des particules. Ces résultats nous permettent d'estimer Fs. Presque 50 ans plus tard, soit en 1983, Van Rijn a dérivé 5 équations qui nous permettent de calculer Fs à partir des résultats de Shields. Celles-ci dépendent de la taille adimensionnelle, appelée dgr. dgr peut être obtenu à l'aide de l'équation A. Avec elle, il est relativement facile de calculer ou d'estimer tous les paramètres, soit la taille des sédiments D, les densités des particules et de l'eau, ainsi que de la viscosité cinématique de l'eau. Cette dernière peut aussi être facilement trouvée dans la littérature. En résumé, afin de déterminer s'il y a un mouvement au niveau des particules du lit, il faut commencer par trouver la contrainte de cisaillement critique τ critique et la contrainte d'écoulement τ0. Tel que mentionné plus tôt, en comparant ces deux contraintes, on peut savoir si la particule au fond du canal va bouger ou pas. Voyons un premier exemple ensemble pour fixer ces notions. Ici, on veut vérifier la stabilité d'une rivière dite large selon les caractéristiques suivantes. Ici, on nous demande d'utiliser l'équation de Strickers pour trouver le coefficient de Manning n. Portons une attention particulière au terme large. Lorsque l'on parle d'un canal large, on insinue que la largeur du canal est plus grande que sa profondeur. De cette manière, il est possible de faire quelques simplifications. Par exemple, on peut approximer la valeur du rayon hydraulique par la profondeur du canal Y. Souvenez-vous, le rayon hydraulique est le ratio de l'air, B fois Y, et du périmètre mouillé, B plus 2Y. En considérant B très grand par rapport à Y, nous obtenons RH égale Y. Pour vérifier la stabilité du lit d'une rivière, il faut comparer les contraintes de cisaillement de l'écoulement et les caractéristiques des sédiments. On a tous les éléments pour calculer la contrainte de cisaillement qui agit sur les sédiments. On trouve donc une contrainte de 7,35 N par mètre carré. Maintenant,
il suffit de calculer la contrainte de cisaillement critique taux critique et de comparer les deux contraintes. En appliquant les équations de Van Rijn présentées auparavant, on obtient un Fs de 0,096. Une fois Fs connu, on peut facilement calculer la contrainte de cisaillement critique. On trouve une valeur de 0,16 Newton par mètre carré, ce qui est largement inférieur à la contrainte agissant sur les sédiments. On peut donc conclure qu'il s'agit d'un lit instable. Ensuite, en utilisant l'équation de Strickers, il est possible d'estimer le coefficient de Manning en connaissant D50, ici représenté par grand D, soit la taille moyenne des particules. Il existe une approche afin d'éviter l'instabilité des canaux. Il suffit pour cela de couvrir les sédiments au fond du canal par des sédiments ayant des plus gros grains. On applique le même processus que précédemment pour trouver la taille des grains à ajouter. On commence par calculer la contrainte de cisaillement taux 0 et on pose la contrainte critique taux critique égale à celle-ci. De cette façon, on peut résoudre le problème pour D tel que les deux contraintes qui seront égales. Nous saurons donc que la taille des grains à ajouter devra être supérieure à la réponse trouvée. Voyons un exemple. Ici, il faut trouver le débit maximal et la profondeur de l'écoulement pour une rivière large de sorte que le lit reste stable. On a les caractéristiques suivantes. Le matériel du lit avec un D égale à 10 mm, c'est-à-dire du gravier. On a la pente du lit, la largeur B, la densité des sédiments, la densité de l'eau et la viscosité de l'eau. Encore une fois, on nous demande d'utiliser l'équation de Strickers pour trouver le coefficient de Manning n. Ici aussi, on peut se servir du fait qu'il s'agit d'une rivière large. Le rayon hydraulique vaudra approximativement la profondeur Y. On utilise en premier l'équation de Manning. Étant donné que la profondeur Y est inconnue, nous allons isoler dans l'équation de la contrainte de cisaillement taux 0. Arrivé ici, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour continuer. Il faut alors passer à la contrainte de cisaillement critique. Pour la calculer, il faut d'abord trouver D. Par la suite, en utilisant les équations de Van Rijn, on trouve le Fs comme étant de 0,056. Maintenant, on a tous les éléments pour calculer la contrainte critique, qui sera de 9,06 Newton par mètre carré. Si on pose que taux 0 égale à taux critique, nous pouvons maintenant trouver la profondeur maximale pour laquelle la contrainte de cisaillement dans le canal ne dépasse pas la contrainte critique. En remplaçant ce résultat dans l'équation de Manning du début, nous trouvons aussi le débit maximal qui est de 164 m3 par seconde. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les canaux rectangulaires. Les canaux trapézoïdaux sont très communs en hydraulique. En effet, il est très dispendieux de couvrir un canal en béton et ce n'est pas très favorable pour les écosystèmes aquatiques. Dans le cas où le béton n'est pas utilisé, il est important d'éviter l'érosion du canal. C'est là que les canaux trapézoïdaux stables entrent en jeu. Pour la conception de canaux trapézoïdaux stables, on commence par calculer l'angle de repos φ. En considérant la stabilité d'une particule, bien évidemment. L'angle de repos est l'angle que fait la particule quand elle se tourne de manière à ce que son centre de gravité repose sur une ligne verticale avec le point de contact. Pour les sédiments, l'angle de repos peut être trouvé à l'aide du diagramme présenté ici. Ici, il s'agit de faire la distinction entre le type de sédiment. Pour le calcul de l'angle de repos, on considère trois types: les sédiments très arrondis, très anguleux et la roche de corniche concassée. Une fois le type de sédiment identifié, l'angle de repos peut être obtenu à l'aide de la taille médiane des particules, soit le D50. La deuxième étape consiste à trouver l'angle des pentes latérales avec l'horizontale, c'est-à-dire alpha. Nous devons avoir une pente latérale plus petite que l'angle de repos φ.
Par la suite, afin d'éviter l'instabilité du canal, il faut calculer les deux contraintes de cisaillement critique, c'est-à-dire la contrainte associée à la base horizontale, taux critique, et la contrainte associée aux pentes, taux S critique. La contrainte associée à la base horizontale est taux B critique. La contrainte de cisaillement critique des pentes peut être obtenue en connaissant la contrainte critique du lit ainsi que les angles alpha et phi. Notez que la contrainte de cisaillement critique des pentes est plus petite que celle due à la gravité qui exerce une force supplémentaire non nulle le long de la pente du canal. Pour ce qui est des contraintes de cisaillement dans le canal, l'équation demeure la même pour la contrainte de la base. Pour la contrainte de la pente, en général, on peut dire qu'elle est égale à 75% de la contrainte de la base. À l'étape 5, il faut comparer les contraintes de cisaillement avec la contrainte critique associée. Si nous devons concevoir la profondeur du canal, il faudra s'assurer que la base et les pentes sont stables, c'est-à-dire que la contrainte de cisaillement n'excède pas la contrainte critique associée. Une fois que nous connaissons la profondeur, la conception peut être complétée en trouvant la largeur de la base grâce à l'équation de Manning. Voyons un exemple de conception d'un canal trapézoïdal stable ici. La première étape sera de déterminer l'angle de repos phi à l'aide des graphiques et de la taille des sédiments. Ici, on a des sédiments très arrondis ayant une taille moyenne de 0,02 m. On trouve donc un angle de repos de 34 degrés. On peut tout de suite dire que l'angle des pentes, soit alpha, ne doit pas excéder 34 degrés. On calcule ensuite le rapport HV, correspondant à 34 degrés, pour trouver M. Celui-ci doit être supérieur à 1,48. Si on prend un M de 1,75 pour compléter notre exemple, on aura un M correspondant à un angle alpha de 29,7 degrés. La prochaine étape consiste à trouver les contraintes de cisaillement critique pour la base et les pentes. En utilisant la grosseur des sédiments, on trouve un Fs de 0,056. On est maintenant en mesure de calculer la contrainte critique de la base, soit 18,13 Newton par mètre carré, ainsi que la contrainte critique associée aux pentes, qui est de 8,4 Newton par mètre carré. Afin que le lit soit stable, il faut trouver Y tel que les deux contraintes résultantes soient inférieures aux contraintes critiques. Cela nous donne une profondeur maximale de 2,28 m. Une fois la profondeur connue, on calcule la largeur de la base requise à l'aide de l'équation de Manning. Nous obtenons une largeur de 12,5 m, ce qui complète notre conception du canal. Voyons maintenant comment sont transportés les sédiments dans les canaux à surface libre. Il y a deux méthodes de transport possibles. Le premier est le charriage, c'est-à-dire que les sédiments se déplacent en faisant des petits sauts tout près du lit. Le deuxième est en suspension. Les sédiments qui sont assez légers pour demeurer en suspension dans l'eau sont transportés avec l'écoulement. Ici, ce sera surtout des sédiments comme le limon fin ou encore comme de l'argile. Pour déterminer le transport total des sédiments dans un canal, il faut considérer les deux types de transport. Leur somme donnera la quantité de sédiments transportés. Nous verrons comment estimer la quantité de sédiments transportés dans les prochaines diapositives. Voici une brève vidéo qui illustre comment les sédiments sont transportés par charriage et par suspension. Comme on peut le voir ici, dans la plupart des rivières, les sédiments se déplacent en suspension dans l'eau. Le cycle se termine par l'accumulation. Lorsque l'énergie ne suffit plus pour déplacer les sédiments, ceux-ci s'immobilisent. Les bassins ou zones d'accumulation comprennent les matériaux nouvellement déposés d'une plaine d'inondation, les îles et bancs d'un chenal
et les deltas. L'accumulation, même si elle est considérable, n'est pas nécessairement apparente. C'est le cas des lits fluviaux et lacustres. Pour comprendre l'écosystème aquatique, il faut absolument connaître la dynamique des sédiments. Les cours d'eau du Canada déplacent des millions de tonnes de sédiments par année dans le cycle sans fin de l'érosion, du transport et de l'accumulation. Les sédiments sont mesurés et classés en fonction de leurs caractéristiques dynamiques, c'est-à-dire en fonction du débit des sédiments en suspension dans l'eau, du charriage, roulage ou saltation au fond, et des matériaux du lit, stationnaire. Le réchauffement climatique va aussi affecter le transport des sédiments. Les résultats préliminaires suggèrent qu'il y aura une augmentation globale de la vitesse d'écoulement, du niveau d'eau et de la concentration et du transport des sédiments en suspension au fil des saisons. Voyons maintenant le concept de vitesse de chute. Celle-ci va nous permettre d'approximer le transport des sédiments. Les particules tombent dans l'eau en raison de leur poids, qui est plus grand que celui de l'eau. Voici une formule approximative pour calculer la vitesse de chute. Elle prend en considération les densités, le diamètre des particules, ainsi que la viscosité dynamique de l'eau. En ce qui concerne le charriage, la première formule en lien avec la force de traction exercée sur les sédiments fut établie par Dubois en 1879. Dans cette équation, QS est le débit volumétrique des sédiments transportés par charriage. Il est exprimé en mètres carrés par seconde pour chaque mètre de largeur. Il existe aussi des formules pouvant être utilisées pour estimer le transport par charriage. Voyons-en quelques-unes. En 1949, Meyer-Peter et Müller ont dérivé une équation permettant d'estimer la quantité de sédiments transportés. Nous pouvons remarquer que les paramètres de l'équation sont similaires à ce que nous avons vu jusqu'à présent, à savoir les densités des sédiments, la densité de l'eau, les contraintes de cisaillement, la grosseur des sédiments, etc. Ici, le facteur K sur K' peut être estimé à l'aide du diagramme de Moody, lorsque l'on prend certaines valeurs particulières pour le nombre de Reynolds et pour la rugosité relative. Van Ryn a aussi proposé une équation permettant d'estimer le transport de sédiments. Voici quelques détails. SS est la densité spécifique du sédiment. T est le paramètre de transport basé sur le cisaillement en excès, c'est-à-dire le cisaillement plus grand que les cisaillements critiques. Les primes sur le U étoile prime et le U étoile prime critique indiquent que le cisaillement de la particule doit être considéré. La vitesse de cisaillement critique U étoile prime critique peut être trouvée à l'aide de l'équation de Van Ryn vue précédemment. La vitesse de cisaillement U étoile prime peut être trouvée à l'aide de l'équation de Keullegan pour un profil logarithmique de la vitesse moyenne selon la profondeur de l'eau avec l'équation présentée ici pour U étoile prime. Il existe des dispositifs pour mesurer la quantité de sédiments transportés. Pour les sédiments transportés par charriage, on peut installer un appareil qui va collecter les sédiments se déplaçant très près du lit. Les sédiments collectés grâce à cette méthode sont suffisamment petits pour entrer dans la buse, mais trop gros pour passer à travers le sac de collecte au bout. Pour le transport des sédiments en suspension, le dispositif prend des échantillons d'eau. Deux méthodes peuvent être utilisées pour mesurer la quantité des sédiments transportés, soit en effectuant une intégration selon la profondeur, soit par une intégration par points. Pour la première méthode, l'échantillonneur est descendu dans l'eau et est retiré en gardant une vitesse constante. Pour la deuxième méthode, l'échantillonneur est utilisé pour faire des prélèvements à des points fixes dans la section du canal.
Il existe aussi des formules permettant d'estimer la quantité totale des sédiments transportés. Voici une formule élaborée par Akers et White en 1972 et en 1993. Dans cette formule, il faut calculer quelques paramètres très simples, dont la plupart sont exprimés en fonction de la dimension des sédiments. Par la suite, à l'étape 4, on doit calculer FGR pour estimer la quantité de sédiments transportés QS. À noter que QS est un transport volumétrique. Pour GB, soit le transport en unité de masse, on doit multiplier GS par la densité du sédiment. Il existe de nombreuses autres formules pour estimer le transport de sédiments dans la littérature. Nous n'en présenterons pas d'autres dans le cadre de ce cours. Si nous connaissons le débit de transport de sédiments, nous pouvons nous en servir afin de calculer les changements topographiques dans les rivières. La formule ci-contre peut être utilisée. Éventuellement, les petites particules de sédiments sont érodées par l'écoulement et de grandes particules de sédiments restent sur le lit de la rivière. Au fil du temps, les grands sédiments créent une couche de surface qui protège le matériau plus fin en dessous de l'érosion. Nous appelons ce phénomène le blindage du lit ou hammering en anglais. Voyons un dernier exemple pour bien comprendre le transport des sédiments. Un canal trapézoïdal a une pente de 0,001. Les particules de sédiments sont de D égale 0,02 m, c'est-à-dire très arrondies. La largeur du canal au niveau du lit est de B égale à 10 m et les pentes latérales sont de M égale à 6. Il faut déterminer la profondeur de l'eau, le débit pour cette profondeur trouvée, le M minimal et le charriage si le débit augmente. Ici, nous avons encore nos valeurs de densité des sédiments, de l'eau et la viscosité habituelle qui sont données. Voici un résumé des informations pertinentes. Commençons par trouver la profondeur YN permettant d'obtenir un lit stable. Comme d'habitude, on commence par calculer la contrainte de cisaillement critique pour la base et pour les pentes. Pour ce faire, nous devons tout d'abord trouver les angles de repos phi et l'angle de la pente. L'angle de la pente peut être facilement obtenu car nous connaissons le ratio HV, qui est de 6. Cela correspond à un angle alpha de 9,46 degrés. Pour l'angle de repos, en utilisant le diamètre des particules ainsi que leur type, nous obtenons un phi de 34 degrés. On procède à la résolution du problème de la même manière qu'avant pour obtenir une profondeur Y de 1,85. Cela signifie qu'à cette profondeur-là, les sédiments de la base du lit vont se mettre à bouger. Pour trouver le débit associé à la profondeur Y égale 1,85 m, on utilise l'équation de Manning. Nous connaissons tous les termes de l'équation. On obtient un débit total de 63,3 m3 par seconde. Nous avions mentionné que le paramètre qui contrôlait le tout était la base du lit. Ceci veut dire que nous pouvons encore augmenter la pente jusqu'à ce que la contrainte de cisaillement de la pente et la contrainte de cisaillement critique, qui y est associée, soient égales. Souvenez-vous que la contrainte critique dépend de l'angle alpha. Donc, en posant ces deux contraintes comme étant égales, nous pouvons résoudre l'équation pour trouver l'angle alpha maximal tel que la pente latérale demeure stable. On trouve un angle de 21,71 degrés, ce qui correspond à une valeur de M de 2,51. Maintenant, nous allons augmenter le débit à 100 m3 par seconde. Voyons comment nous pouvons estimer la quantité de sédiments transportés. Avec un nouveau débit, nous aurons forcément une nouvelle profondeur et du coup une nouvelle contrainte de cisaillement taux 0. Pour le débit donné, à l'aide de l'équation de Manning, nous trouvons une nouvelle profondeur de 2,3 m. Une fois Y connu, nous pouvons calculer les contraintes de cisaillement sur la base et sur les pentes
et comparer ces contraintes avec les contraintes critiques obtenues précédemment. Nous voyons ici que les sédiments seront transportés à la base, mais pas sur les pentes latérales. En employant l'équation de Dubois, nous sommes maintenant en mesure de calculer le débit unitaire des sédiments, qui est de 7,28 fois 10 exposé en moins 5 mètres carrés par seconde. Pour obtenir un débit en termes de masse, il suffit de multiplier simplement les résultats par la densité des sédiments. Cela nous donne un débit de 0,193 kg par mètre par seconde. Ces concepts peuvent être très utiles pour expliquer la sédimentation dans un réservoir. En effet, avec le temps, un réservoir peut se remplir de sédiments qui ont été transportés par le courant. Ceci peut entraîner une diminution de la durée de vie du réservoir, d'où l'importance de faire des designs durables et économiques autant à court qu'à long terme. Voici ce qui se produit si une rivière se termine ou est coupée par un réservoir. Une portion ou l'ensemble des sédiments sera déposé dans le réservoir et celui-ci va se remplir avec le temps. Un concept appelé trap efficiency ou efficacité du piège représente le pourcentage de sédiments qui sont piégés dans le réservoir. On peut le déterminer selon le diagramme ici. Voici ce qui termine notre module 14. Bonne semaine de cours à tous. Accrochez-vous, il ne reste plus que 2 modules.